Du côté des gouvernements successifs, il y a eu une volonté de mettre le couvercle sur cet événement terrible qui avait terrifié les possédants. Ils ont fait quand même des choses qui, 150 ans après, permettent encore de le prendre comme référence. Aujourd'hui, il existe des associations qui veulent délibérément célébrer la commune comme en étant un élément de fracture historique au sein des Parisiens. Bonjour à tous, c'est en France et plus particulièrement ici sur la butte Montmartre à Paris que tout a commencé il y a 150 ans de cela. La commune de Paris, c'est l'insurrection des Parisiens contre le gouvernement de l'époque. Pendant 72 jours, ils vont assumer eux-mêmes le pouvoir dans la capitale avant d'être violemment réprimés. Aujourd'hui, cet épisode contestataire de notre histoire continue de faire débat. Mais voyons d'abord de quoi il est question. Janvier 1871. Après plusieurs mois d'une guerre mal préparée, le Second Empire de Napoléon III capitule face à la Prusse. Inacceptable pour la population parisienne qui subit depuis plusieurs mois le siège de l'armée ennemie. Alors, le 18 mars, lorsque le président Adolphe Thiers envoie les troupes récupérer les canons entreposés sur la butte Montmartre, la foule s'y oppose. C'est le début de l'insurrection, des barricades sont dressées, le gouvernement fuit à Versailles. Désormais maîtres de la ville, les Parisiens organisent des élections le 26 mars. Le conseil de la commune, largement orienté à gauche, est proclamé 2 jours plus tard. Il reflète les aspirations de la population ouvrière de la capitale. Les communards prennent des mesures emblématiques, séparation de l'Église et de l'État, égalité de salaire entre les femmes et les hommes, révocation des élus ou encore réquisition des logements vides. Certains conseils d'arrondissement instaurent également la gratuité de l'école et de la justice. Mais dès début avril, les communards doivent faire face aux assauts des Versaillais. Leurs troupes reprennent peu à peu tous les villages qui entourent Paris. Et le 21 mai, 130 000 soldats entrent dans Paris face à quelques dizaines de milliers de fédérés. C'est le début de la semaine sanglante. Les Versaillais se livrent à un massacre des insurgés marqué notamment par des exécutions sommaires. Les communards répondent notamment en exécutant 47 otages, dont l'archevêque de Paris. Ils mettent le feu à plusieurs monuments comme le Palais des Tuileries ou l'Hôtel de Ville. Les derniers combats ont lieu dans le cimetière du Père-Lachaise où 147 fédérés sont fusillés. Le 28 mai, la dernière barricade tombe. Après 72 jours d'existence, la commune de Paris s'éteint. Ludivine Bantini, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, auteure d'un ouvrage intitulé La commune au présent, aux éditions de la Découverte. On est ici dans une rue emblématique de Montmartre, la rue du Chevalier de la Barre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'y est passé? Plusieurs exécutions ont eu lieu durant la commune, c'est ça? Oui, alors c'est vraiment le Montmartre très populaire à l'époque. Ça s'appelait d'ailleurs la rue des Rosiers. Il faut s'imaginer que le 18 mars 1871, la population de Montmartre, en particulier les femmes de Montmartre, ouvrières, artisanes, employées, etc., les demoiselles de magasins, sont sorties dans les rues pour empêcher l'armée de récupérer les canons que possédait le peuple parisien. Et il y a eu une fraternisation assez exceptionnelle avec les soldats dans ces rues. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a eu ici une première exécution. L'exécution par les soldats eux-mêmes de 2 généraux, 2 de leurs propres généraux, qui s'appelaient Lecomte et Clément Thomas, parce que ces généraux avaient ordonné de tirer sur le peuple. Et quel était le profil exactement de ces communards ou communeux, comme vous préférez les appeler? Oui, je préfère les appeler communeuses et communeux parce que c'était le mot qu'eux-mêmes utilisaient. Et le mot communard était un terme péjoratif qui était employé par leurs ennemis. En fait, c'était vraiment des hommes et des femmes du peuple. Alors beaucoup d'ouvrières et d'ouvriers qui travaillaient dans différentes professions, beaucoup de métiers de la couture pour les femmes, de l'artisanat notamment, des artistes aussi, des écrivains, des journalistes. Quels étaient les grands noms, les grandes figures qui ont marqué la commune? Je pense bien sûr à la figure à laquelle on songe toujours à propos de la commune, qui est Louise Michel, une institutrice révolutionnaire, libertaire, qui voulait une école pour le peuple, une école égalitaire, qui voulait également une école laïque. On peut penser à quelqu'un qui était aussi très populaire ici, c'est Eugène Varlin. Eugène Varlin, c'était un ouvrier relieur, un autodidacte, révolutionnaire, internationaliste, qui avait beaucoup compté pour les grèves qui avaient précédé la commune et qui a été l'un des élus importants de la commune de Paris. Quels étaient leurs projets à ces communeux? Ils voulaient la justice sociale.
il voulait l'égalité, il voulait réorganiser le travail en essayant de l'émanciper du capital. Il voulait essayer d'organiser des coopératives ouvrières, de solidarité populaire, des cantines populaires, etc. Et ils l'ont fait ? Oui, oui, en grande partie. Il y a eu des réquisitions, par exemple, d'ateliers qui avaient été abandonnés par leurs propriétaires, donc que les ouvriers ont repris en main, en quelque sorte. Ils voulaient que le peuple reprenne son destin en main. Alors face à eux, il y avait les Versaillais. Est-ce qu'on avait affaire finalement à une banale mais violente lutte des classes ? On peut parler de lutte de classe, en effet. D'ailleurs, il y a la ville qui a été désertée par la bourgeoisie, par les plus aisés qui ont pu quitter Paris pendant la guerre et pendant le siège. Donc en fait, c'est vraiment un Paris très ouvrier. Il y a 500 000 ouvriers à Paris. Et puis l'Assemblée, en effet, où il y a une majorité de monarchistes, s'est réfugiée à Versailles. Et donc Versailles, c'est évidemment une ville un peu provocatrice, puisque c'est la ville des rois depuis Louis XIV. Et donc, en fait, cette assemblée, elle s'oppose bien sûr à cette révolution populaire qui lui fait très peur, et donc envoie son armée qui va réprimer d'une manière monstrueuse et à peine imaginable cette révolution sociale à Paris. La Commune, effectivement, se termine dans un bain de sang. Comment ça se fait que l'événement soit tombé dans l'oubli dans les années qui ont suivi ? Alors, l'événement n'a pas été oublié du côté justement des révolutionnaires, du mouvement ouvrier. Au contraire, beaucoup disaient la Commune n'est pas morte et ont ravivé sans cesse le souvenir. Mais du côté des gouvernements successifs, il y a eu une volonté de mettre le couvercle sur cet événement terrible qui avait terrifié les possédants. Alors ce qui est sûr, c'est que cet épisode de l'histoire inspire encore de nombreux mouvements aujourd'hui. Le sujet continue de diviser les Français. On va voir ça en images et on en reparle juste après. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, l'occupation de l'université parisien renommée Commune libre de Tolbiac, le mouvement Nuit debout sur la place de la République. Toutes ces initiatives politiques d'autogestion et de démocratie directe se sont à un moment ou à un autre réclamées de la Commune de Paris. Depuis un siècle et demi, l'insurrection parisienne reste une boussole pour une partie de la gauche française. Ça a servi d'exemple pour donner l'envie aux gens de se défendre, de se battre. Ils ont ouvert une voie, ils ont fait quand même des choses qui, 150 ans après, permettent encore de le prendre comme référence dans tout ce qu'ils ont fait au niveau des mesures qu'ils ont prises. L'égalité des salaires hommes-femmes, la reconnaissance des étrangers comme citoyens à part entière. Des mesures avant-gardistes pour l'époque et un esprit communard que ses héritiers tentent de perpétuer. Alors quand le classement comme monument historique du Sacré-Cœur a été proposé par la Direction régionale des affaires culturelles l'année même des 150 ans de la Commune, associations et partis de gauche l'ont vécu comme une provocation. Pour eux, la basilique est le symbole du massacre des communards dont les péchés devaient être expiés par son édification. Le classement a donc été reporté à 2022 par la mairie de Paris et la droite parisienne s'est engouffrée dans la brèche. Aujourd'hui, il existe des associations qui veulent délibérément célébrer la Commune comme en étant un élément de fracture historique au sein des Parisiens et, par exemple, vouloir raser le Sacré-Cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui seraient très heureux si le Sacré-Cœur était rasé. Évidemment, c'est un contresens historique. On n'en fait pas un outil pour ressouder une majorité quand on est responsable et quand on est maire de Paris. L'esprit de la Commune peut effectivement servir de socle idéologique pour la majorité municipale. Mais au Conseil de Paris, c'est bien une ligne de fracture gauche-droite qui est apparue autour des célébrations du 150e anniversaire. Et non seulement cette association glorifie les événements les plus violents de la Commune, mais elle se livre également à une guerre ouverte des mémoires. Du fait de la présidence Macron et de tout un discours qui a été tenu de la droite, la gauche, ça n'existe plus. C'est faux, on voit bien que la Commune, c'est vraiment une expérience de démocratie sociale. Et à partir de là, on voit bien qu'il y a achoppement. Alors c'est l'occasion, effectivement, de les faire apparaître. Les élus municipaux rejouent aujourd'hui cette bataille historique et idéologique. La gauche française porte toujours le deuil des massacres de la Semaine sanglante perpétrés par les Versaillais. La droite, elle, reproche encore aux communards les destructions au moment de leur défaite, notamment l'incendie de l'hôtel de ville. On est maintenant devant le Sacré-Cœur. Ce monument continue de symboliser en quelque sorte les divisions entre les Français au sujet de la Commune. Pourquoi ?
Alors, ce Sacré-Cœur avait été conçu avant la Commune, mais il a été construit juste après et c'était une manière d'expier la Commune de la part de cette bourgeoisie, ce gouvernement qui avait écrasé la révolution populaire. Il y a un clivage, c'est sûr, et avec une frontière de sang, puisqu'il y a eu un tel charnier, il y a eu une telle boucherie, c'est un massacre inimaginable, 10 000 personnes qui sont mortes, fusillées dans les pires conditions. On vient de le voir en image, plusieurs mouvements de contestation encore aujourd'hui s'inscrivent dans la lignée de la Commune. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces mouvements, avec cet épisode qui remonte à 1871 ? C'est vrai qu'on a vu un certain nombre de mouvements sociaux, de mouvements populaires se référer à la Commune. Le point commun, c'est d'une part le soulèvement populaire, comme on le voit avec les Gilets jaunes. Il y a quand même une sociologie qui est somme toute assez comparable entre la Commune de Paris et les Gilets jaunes. Et puis les Gilets jaunes, comme la Commune, réclamaient la démocratie directe, réclamaient que le peuple puisse reprendre en quelque sorte son destin en main. Merci beaucoup Ludivine Bantigny. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. À très bientôt sur France 24. Ne laissez plus la buée sur vos lunettes vous empêcher de voir votre programme avec le kit anti-buée Zeiss. Cette semaine dans le Paris des Arts, je reçois Mathilda May, comédienne, auteure, metteur en scène, ancienne danseuse. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec tous les mélanges qui me constituaient et donc essayer de trouver une façon de faire des spectacles, de mélanger la chorégraphie, la musique, le sound design. Ensemble, nous irons nous balader à l'Institut suédois. Et puis une rencontre avec le chanteur Sly Johnson au New Morning. Le Paris des Arts de Mathilda May à retrouver très vite sur France 24.